Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Nathan Candelas et je suis ravi d'être ici pour vous pitcher ma série. Avant d'être la personne incroyable que je suis devenu aujourd'hui, j'ai pas toujours été irréprochable, notamment au collège. Je suis pas vraiment fier de celui que j'étais. Sans être un harceleur, j'étais pas non plus l'allié des plus faibles. Quand mes amis se moquaient d'eux, je m'interposais pas vraiment et il m'est même arrivé sans doute quelques fois de me moquer avec eux. Heureusement, pour eux comme pour moi finalement, ces actes n'ont jamais eu de très lourdes conséquences. Mais il m'arrive souvent de me poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si tout ça avait entraîné l'irréparable? Et c'est en partie en essayant de répondre à cette question que Bon Retour à Sévillon est né. Comme c'est écrit juste ici, Bon Retour à Sévillon est une mini-série polar qui tire vers le thriller de 6 fois 52 minutes. L'histoire prend place en 2005. Suite au décès de son père dans un tragique accident de voiture, Benoît, 32 ans, notre personnage principal, est contraint de revenir dans son village natal, Sévillon, pour veiller sur sa mère. Alors qu'il a quitté la région il y a plus de 15 ans maintenant, rien n'a vraiment changé ici, si ce n'est que l'ambiance de ce petit village au Savoyard semble encore plus pesante que dans ses souvenirs. Mais seulement quelques jours après son retour, Benoît reçoit une lettre anonyme affirmant que la mort de son père n'avait rien d'accidentel. Une enquête est alors ouverte, une enquête qui va faire ressurgir du passé de sombres histoires que Benoît aurait sûrement préféré laisser derrière lui. En effet, à l'époque du collège, Benoît était le leader d'une petite bande de caïds. Une bande de caïds qui prenait un malin plaisir à harceler une jeune fille de leur classe. C'était un acharnement tel que la fille a fini par mettre fin à ses jours juste après son entrée au lycée. Mais ça, Benoît ne le sait pas, puisque lui était déjà parti pour la capitale. Quoi qu'il en soit, l'heure de la vengeance a sonné. Sacha, le petit frère de la victime et aujourd'hui figure importante du village, s'est promis de faire souffrir toutes les personnes qui ont poussé sa sœur à la mort. Son plan minutieusement pensé et préparé depuis des années va enfin pouvoir se mettre en place, et ça commence maintenant. La série va se séparer en deux parties, en quelque sorte. Les 3 premiers épisodes, dans le genre traditionnel du polar, vont nous faire suivre 2 enquêtes. Celle des policiers qui ont été mobilisés pour l'enquête, et celle de Benoît, qui, vu l'implication des forces de l'ordre, se dit qu'il va être bien plus efficace tout seul. Les 2 enquêtes vont nous faire découvrir le village, son fonctionnement et ses habitants, jusqu'à la grosse révélation. En effet, la fin du 3e épisode est donc le pivot. Benoît, en même temps que le spectateur, va découvrir que la fille qu'il a harcelée au collège a fini par mettre fin à ses jours et que son frère n'est autre que Sacha, la personne avec qui il avait bien sympathisé depuis son retour au village. On bascule donc à partir de là dans la partie thriller. Benoît comprend que Sacha est le responsable de tous ses problèmes et que c'est loin d'être fini. Les 3 derniers épisodes vont donc mettre en scène une sorte de chasse à l'homme entremêlée d'une lutte psychologique interne. Benoît, après ce qu'il a appris, est-ce qu'il mérite encore de vivre? C'est une série qui se veut ambiguë sur la moralité de ses personnages et donc sur la moralité de ses spectateurs. Ici, il n'y a rien de manichéen. Pas de gentil, pas de méchant, uniquement la complexité de l'être humain. On a quand même d'un côté, du coup, Benoît, notre personnage principal, qui a harcelé et poussé au suicide d'une jeune fille, même s'il n'a pas conscience des conséquences de ses actes, mais qui depuis est devenu quelqu'un de tout à fait respectable. Et de l'autre, Sacha, un psychopathe grand Manitou, qui a planifié une vengeance sur plusieurs années, tout ça simplement par amour pour sa sœur. Alors, entre les deux, qui soutenez-vous? Mais Bon Retour à Sévillon, ce n'est pas qu'une histoire de face à face. Le village et ses habitants jouent un rôle primordial dans l'histoire. Ils servent à créer cette ambiance angoissante et pesante qui va peu à peu écraser Benoît. Entre autres, on a les anciens camarades de classe que Benoît, qui vivent tous leur culpabilité de manière différente et de manière catastrophique. On a l'ancienne petite amie de Benoît qui s'est fourrée dans une relation ultra toxique avec un homme très dangereux et assez louche. On a la mère de Benoît qui, depuis l'accident, sombre peu à peu dans la démence et reproche à son fils d'avoir ruiné sa vie. Et tout un tas d'autres histoires plus que sordides. C'est le genre de village où tout le monde se connaît. Toutes les moindres faits et gestes en fait, du village sont analysés et critiqués au peuple du coin. Et c'est surtout un village où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Tous les habitants, malgré tout ce qui se passe, toutes les choses étranges, toutes les choses un peu cachées, personne ne cherche à connaître la vérité. Tous se complaisent dans une espèce de mutisme collectif, une sorte de loi de l'omerta au savoyarde. Comme vous aurez compris, certainement, j'espère, le cœur de la série, c'est le pardon. Jusqu'où peut-on pardonner? Jusqu'où peut-on se pardonner? Qui mérite une deuxième chance et qui n'en mérite pas? Ce sont évidemment des questions qui n'ont pas de réponse universelle, mais c'est là tout l'intérêt de la série. Moi, j'ai évidemment mes réponses,
mais l'important, c'est de savoir quels sont les vôtres. C'est une série où le spectateur aura le rôle de juge, où il va devoir trancher. Parmi ces deux monstres, pour lequel aura-t-il le plus d'empathie? C'était Nathan Candelas, merci de m'avoir écouté.